Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. En fait, c'est une capitulation. Est-ce que c'est une capitulation qui nous envoie vers un bear market ou est-ce que c'est une capitulation qui marque un bottom? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un peu tous les avis. Et finalement, on ne sait pas. Il n'y a pas de consensus. C'est... Il y a autant de gens, et on va dire, même parmi des gens qui peuvent être expérimentés, qui savent de quoi ils parlent, il y a autant de gens qui pensent que le cycle n'est pas terminé, que de gens qui pensent que c'est fini. Euh, donc c'est assez compliqué. Peut-être un point qui peut être intéressant aussi de dire, c'est que vu qu'on n'a pas eu d'explosion à la hausse d'euphorie et vraiment de verticale sur Bitcoin, est-ce que même si on part en bear market, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de terrible qui nous ramènerait, je sais pas, à 40, à 50 000 dollars? Ensuite, on va parler de JP Morgan et de prédictions autour du prix du BTC. C'est une analyse qui a été faite après la chute, il est là de plus de 20% depuis le plus haut du BTC. L'analyse de JP Morgan, c'est que le BTC pourrait atteindre 170 000 dollars d'ici 6 à 12 mois. Donc intéressant, une prédiction assez réaliste, pas déconnante. On n'est pas sur une prédiction sur le BTC reste à 100 000 dollars, on n'est pas sur une prédiction à la baisse, une prédiction plutôt optimiste faite par JP Morgan, et je pense que ça va d'une certaine manière aider à rassurer le marché, à dire aux gens de ne pas s'inquiéter. JP Morgan continue de voir un marché à long terme, ou plutôt moyen terme, assez bon. En ce moment, ils sont à peu près sur une génération de 3500 bitcoins par semaine, qu'ils vendent quasiment intégralement. Moi, je suis le nombre de bitcoins détenus par les mineurs. Ça fait très longtemps que globalement, à quelques milliers près, ça bouge plus. Donc, ça veut dire que toute la production, elle est vendue. 3500, si on regarde maintenant les investisseurs institutionnels qui sont arrivés sur le marché des ETF, et on en a beaucoup parlé depuis janvier 2024, ces gens-là peuvent acheter ou vendre, en fonction des semaines, quelques dizaines de milliers de bitcoins. Donc on voit bien que quelque part, là où on avait le driver du cycle de 4 ans, qui était plutôt les mineurs, aujourd'hui ces mineurs, quand on les compare aux investisseurs institutionnels, ils sont devenus beaucoup plus petits. Pas énormément plus petits, mais quand même beaucoup plus petits. Et donc, quelque part, le cycle, on peut se poser la question de savoir s'il est fini, pas fini. Il y a plein de débats en ce moment dans la communauté. J'avais vu aussi une analyse de Samson Mow, qui a été faite hier, qui disait que pour lui, le bull run n'avait pas encore commencé. Parce que si on prend l'année 2025, en fait, on n'a pas progressé. On est plat. On est sur le même prix même de novembre de l'année dernière. Et donc, selon lui, ça montre que en fait, on est juste en pause du bull run et que une année plate n'est pas une caractéristique de bull run. Et donc, potentiellement, on devrait faire des nouveaux plus hauts l'année prochaine et ça changerait donc un cycle de 4 ans, un cycle qui s'allonge un peu plus et qui justement pourrait s'accorder avec une hausse de la liquidité qui continue. D'ailleurs, je crois que c'est le M2 global qui continue d'augmenter alors que Bitcoin ne progresse plus depuis un mois. Après, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, on a un afflux de liquidités qui se déversent sur les marchés et qui vont profiter à Bitcoin et aux actifs à risque et aux actions et aux marchés financiers de manière générale. Soit on rentre dans ce qu'on peut appeler un peu une crise de liquidité. Et donc, en fait, on verrait une chute des marchés financiers, notamment du S&P, qui d'ailleurs est porté, on en avait déjà discuté la semaine dernière, mais qui est porté majoritairement par les sociétés autour de l'IA, et donc ce qu'on appelle les Magnificent Seven. Si on voit une baisse un peu, un éclatement de la bulle de l'IA, ou en tout cas ne serait-ce qu'une correction, je pense que ça risque de faire très mal. Et il y a différents indicateurs qui font penser à un risque de crash sur les marchés financiers, avec une dette sur marge qui a un record historique, qui a la surévaluation du marché avec le Buffett Indicator, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que Bitcoin n'a jamais vraiment trop connu de grosses crises financières
depuis son lancement, haute crise des marchés financiers, où il y a eu un petit peu la crise grecque, etc. Mais Bitcoin était vraiment au balbutiement. Donc, hormis effectivement la crise Covid, où on a vu un énorme crash, c'est pas impossible qu'à court terme, on voit une bonne zone, un bon gros crash. On va avancer avec ce qui se passe sur les stablecoins qu'il va falloir surveiller de très très près. On a certains stablecoins qui sont en train de dépeg, voire de disparaître. Ici, c'est le cas de DUSD qui a disparu directement suite à une annonce d'un autre stablecoin qui avait perdu 93 millions de dollars sur les 400 millions de TVL. Donc on a une réaction en chaîne qui est en cours et je pense que ce n'est pas terminé. Je pense qu'on va avoir encore d'autres cadavres qui vont remonter. Donc il va falloir faire attention ici à certains protocoles qui sont peut-être un petit peu trop appuyés dessus pour pouvoir générer du rendement ou pouvoir générer de la valorisation. Donc on pourrait avoir des effets de bord et surtout qu'on ne sait pas à quel point c'est enchevêtré. Et c'est le même principe, tout est parti 10 octobre, la liquidation qu'il y a pu avoir sur Binance, et peut-être qu'il y a aussi d'autres protocoles, d'autres cryptos qui ont subi des pertes mais qui n'ont pas encore annoncé. Faites toujours très attention quand il y a des gros mouvements comme ça de liquidation, comme on a pu le connaître le 10 octobre. Généralement, ça arrive quelques semaines, quelques mois après les cadavres qui remontent. Donc vraiment, il est important d'avoir une bonne gestion de risque. Dernière question pour vous, Morgane. Patrick vous demande, pensez-vous qu'un profil bon père de famille intolérant au risque devrait avoir du Bitcoin? Vous avez 3 minutes, Morgane. Totalement. Alors, je pense que concrètement, si on s'intéresse à notre écosystème et qu'on a un profil bon père de famille, c'est-à-dire qu'on n'est pas très tolérant finalement au risque, peut-être même que Bitcoin, c'est le seul actif de notre écosystème qui devrait intéresser ces profils-là. Pourquoi ? Premièrement, je le rappelle, Bitcoin, eh bien, c'est le premier actif et c'est celui qui a un track record, un historique le plus long. Bitcoin a été pensé par Satoshi Nakamoto en écrivant le white paper eh bien, en fin 2008, le 31 octobre pour être plus précise, mais il a été créé pour la première fois en janvier 2009. C'est l'actif qui a 16 ans d'ancienneté. Donc, c'est l'actif auquel on peut avoir le plus conscience, en plus de toutes les valeurs qu'a en Bitcoin que les autres actifs qui sont beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire beaucoup plus volatiles, ne vont pas avoir. Bitcoin, c'est non seulement un actif qui est le plus ancien, mais c'est aussi un actif aujourd'hui qui est acheté par des sociétés qui sont cotées en bourse, qui intéressent aujourd'hui le monde traditionnel. Bitcoin va être acheté et est déjà acheté par certains pays, donc des pays entiers achètent quand même Bitcoin. Donc pour un profil qui a peut-être de l'immobilier ou de la bourse et qui n'est pas tolérant au risque, aujourd'hui, posséder du Bitcoin, et même si c'est une petite part, je le rappelle, on ne doit pas acheter un Bitcoin entier parce que au prix actuel, peu de gens pourraient se le permettre. On peut acheter des petites parts de Bitcoin et même si c'est simplement 1% par exemple de votre patrimoine au sens large, dans une optique de diversification, aujourd'hui, Bitcoin, il a toute sa place. C'est aussi l'actif avec lequel finalement on peut avoir une projection, la probabilité que Bitcoin sera toujours là en 2030 et au-delà, elle est quand même beaucoup plus grande que la plupart des autres actifs de ce secteur. Parce qu'on sait que Bitcoin est rare, je tiens à le rappeler, 21 millions de Bitcoin. Il n'y aura plus jamais de création de Bitcoin à partir de 2140. C'est un actif qui est rare, c'est un actif qui est courtisé aujourd'hui par les plus grands. L'offre et la demande feront qu'en plus, eh bien, le futur de Bitcoin, alors même si ce n'est pas demain, mais dans les années à venir, il est plutôt brillant. Donc, posséder aujourd'hui du Bitcoin, ça a du sens, même pour un profil bon père de famille, surtout dans une notion de diversification. Et je pense réellement que c'est un actif qui va de plus en plus faire partie de la plupart des patrimoines des investisseurs. En tout cas, je le souhaite. Et je pense réellement qu'un profil bon père de famille qui finalement souhaite avoir différentes classes d'actifs devrait se munir un petit peu de Bitcoin. Imaginez qu'on vous prélève 1% de votre patrimoine, chaque année. Même si vous ne vendez rien, même si vos actifs perdent de la valeur, même si vous avez déjà payé des impôts dessus. Eh bien, l'Assemblée nationale vient de voter cette taxe il y a quelques jours. Sur votre immobilier, vos actions, votre assurance vie, vos cryptos, tout. Connaissez-vous l'impôt au pifomètre? L'innovation date de vendredi soir, l'impôt sur la fortune improductive. Et vous savez quoi? Ce n'est que le début. Parce qu'en une semaine, pendant que vous regardiez ailleurs, ils ont fait passer 30 milliards d'euros de nouveaux impôts, sans réel débat et avec le soutien de quasiment tous les partis politiques.
Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses. Premièrement, comment on en est arrivé là et pourquoi la France dépense 150 milliards d'euros de plus qu'elle ne gagne chaque année. Deuxièmement, le catalogue hallucinant des nouvelles taxes en train d'être discutées et votées et pourquoi elles vont frapper directement votre épargne. Et troisièmement, le piège qu'il vous prépare pour 2027 et 2028. Ce que je vais vous révéler dans 10 minutes va vous glacer le sang. Alors restez jusqu'à la fin, parce que ce qui se passe en ce moment n'est pas un accident, c'est un système. En clair, la France va dépenser toujours plus, prélever toujours plus. Et c'est vous qui allez payer la note. Alors après le Genius Act, cet été, les États-Unis sont sur le point de voter une nouvelle loi de cadrage autour des cryptos. Cette fois-ci, on parle de l'ensemble de l'univers crypto, pas uniquement les stablecoins. Le Genius Act, c'était les stablecoins et quelque part le financement de la dette américaine. De notre côté, aujourd'hui, on parle du Clarity Act qui, comme son nom l'indique, viendra clarifier l'ensemble de l'univers crypto. Et c'est aussi un petit peu ce qui met le bazar sur les marchés en ce moment. Ce Clarity Act a déjà été adopté par la Chambre des représentants au mois de juillet 2025. Et il doit être présenté et validé par le Congrès. Le vote aurait dû intervenir ces derniers jours, mais tu le sais certainement, on est sous le coup du shutdown, ce qui complique énormément la situation. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est reparti sur un tour depuis mardi. On a atteint un record en matière de shutdown. 36 jours de blocage de l'administration américaine. Le précédent record était de 35 jours, c'était aussi sous l'ère de Trump entre 2018 et 2019. Et puis alors, gros morceau du jour, gros morceau du jour, pendant qu'on digère tout ça, la Cour suprême s'invite dans le feuilleton financier du moment. Et elle remet en question les tarifs douaniers de Donald Trump. Et là alors, c'est du croustillant comme un M du resto chinois en bas du 1600 Pennsylvania Avenue. Même certains juges nommés par Trump lui-même trouvent que son usage de la loi d'urgence économique ressemble un peu trop à un one-man show mal écrit par un auteur alcoolique. Et si la Cour suprême casse ses tarifs, efface les tarifs de Donald Trump, eh ben Wall Street débouchera immédiatement champagne. Encore! Et c'est là qu'on réalise à quel point la psychologie du marché est dingue. Ou alors complètement fucked up. En avril, Trump avait annoncé ses tarifs, vous vous souvenez? Panique, crash, chaos, et puis on est remonté. On a oublié. Puis aujourd'hui, malgré ces same tarifs, on est au plus haut de tous les temps. Donc si on nous les enlève, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter encore. Putain, c'est vraiment trop facile la bourse, hein. Vraiment trop facile. Parce que oui, dans le monde merveilleux de Wall Street, supprimer un truc qui n'a pas empêché le marché de monter, eh ben ça le fait monter encore plus. C'est mécanique, c'est absolument logique. Trump, évidemment, lui, voit pas le problème. À aucun moment. Il a d'ailleurs dit hier que si la Cour supprime ses tarifs, ce sera dévastateur pour le pays et que sans lui, le monde entier serait en dépression. Rien que ça. Honnêtement, s'il n'a pas un prix Nobel d'économie, un prix Nobel de la paix et un prix Nobel de sociologie d'ici bientôt, c'est qu'on a raté un truc quelque part. Alors pour revenir sur Bitcoin, pourquoi je parle de potentiellement un rebond? Parce qu'on commence à avoir une divergence favorable vis-à-vis du Bitcoin face aux indices américains. On peut voir ici que du côté du Bitcoin, on est en train de faire justement ce qu'on appelle un creux ascendant. Du côté des indices, on a poussé plus bas. Donc pour ceux qui regardent mes reviews, c'était un petit peu mon biais de me dire qu'on pouvait revenir récupérer les stops ici pour combler le fair value gap hebdomadaire. C'est ce qui a été fait sur le Nasdaq. Donc si tout se passe bien, si le Nasdaq ne chute pas aujourd'hui parce qu'il a comblé sa zone de fair value gap à 100%, on pourrait s'attendre à un vendredi de rebond pour les indices, parce que les indices baissent depuis lundi. Et donc là, on est vendredi et on pourrait retracer un petit peu une partie du mouvement baissier. Je dis bien on pourrait, je vois pas encore de signe de retournement, j'aime juste bien que les indices soient venus récupérer les plus bas. Et la corrélation avec Bitcoin, c'est que ici BTC, on voit qu'il n'est pas venu faire un nouveau plus bas, donc on voit un petit rapport de force en faveur du BTC, ce qui est plutôt encourageant puisque Bitcoin c'était l'actif qui baissait le plus dès qu'on avait une chute des indices, mais là de voir les indices faire un nouveau plus bas et Bitcoin ne pas faire un nouveau plus bas, c'est plutôt intéressant. Également du côté de BTC, alors ça c'est sur le CME futur, mais on peut voir qu'on est dans notre fair value gap mensuel ici, donc entre les 101 400 et les 102 600, donc c'est une bonne zone pour consolider un petit peu ici, et également pourquoi pas nous offrir un rebond. Après il est vrai que le POI, donc la zone d'intérêt la plus intéressante pour peut-être marquer un bottom, ce serait plus sous ce plus bas, donc c'est pour ça que dans l'idée on parlerait pour le moment d'un rebond, et ensuite peut-être d'une dernière purge, pourquoi pas, sous le plus bas pour venir purger les stops une bonne fois pour toutes, et peut-être à ce moment-là commencer à marquer un bottom. Si vous suivez l'écosystème Bit&Sor, vous en avez sûrement entendu parler, mais il y a le frérot Evert qui vient enfin de sortir son deuxième gros documentaire sur Bit&Sor.
Si vous avez 50 minutes, ça se regarde tout seul. Ça, c'est vraiment pas la même approche que mes vidéos. Donc ça, c'est le teaser. Ça, c'est le teaser, mais vous voyez, c'est vraiment... Ah bah d'ailleurs, quand je parlais de Omega, lui, c'est le founder de Omega Labs. Donc vous voyez, il est public et tout. Bref. C'est très... ça fait vraiment documentaire pro, c'est très cinématographique, ça explique les choses de façon assez high level. Donc typiquement, je sais pas, si vous avez des proches, de la famille ou quoi, que vous leur parlez de BitTensor, franchement, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. C'est un format auquel ils ont plus, c'est un format qu'ils ont plus l'habitude de regarder. C'est plus débutant friendly, même s'il y a plein de passages où tu comprends rien. Vu comment c'est formaté et tout, ça t'accroche plus, à mon avis, qu'une vidéo de Victor Crypto si vraiment tu pars de zéro, quoi. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.